Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Endroit où aller, où ce soir nous recevons Céline Debelle qui a sorti un livre aux éditions Arléa qui s'appelle Baudelaire et Apollonie. Pour l'interroger, nous retrouvons Hugues Simard de la bibliothèque de Viroflay et nous avons une librairie partenaire ce soir qui est la librairie Antoine à Versailles. Avant de vous laisser la parole, mon cher Hugues et ma chère Céline, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Céline par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser. Hugues, Céline, je vous souhaite une belle discussion et je vous rejoins dans 40 minutes. Très bien, merci Nathalie, à tout à l'heure. Et bonsoir Céline. Bonsoir Hugues. Bienvenue à Viroflay, bon, même si c'est à distance. Et donc pour commencer cette rencontre, je tenais à préciser que nous sommes heureux de participer à nouveau, d'être reçus sur la plateforme Un endroit où aller, créée par Frédéric de Gelt, qui permet de garder ce lien entre lecteurs, auteurs, libraires, bibliothécaires. Voilà. Donc ce soir, nous nous retrouvons au sujet de Charles Baudelaire. Voilà. Puisque cette année, nous fêterons les 200 ans de sa naissance. Il est né le 9 avril 1821, plus précisément. Et donc, il se trouve, chère Céline, que vous avez écrit un livre intitulé Baudelaire et Apollonie, paru il y a presque 2 ans, et qui était sous-titré donc Le rendez-vous charnel. Donc, avant d'entrer plus directement dans cette matière et donc de célébrer un peu la mémoire de ce grand poète, on va déjà vous présenter en quelques mots. Et donc voilà, alors avant d'écrire donc il y a 2 ans ce qui a été votre premier roman, vous avez mené une carrière, alors vous aviez déjà écrit, mais plutôt des documentaires, notamment sur l'Orient, je crois, plutôt la Grèce, sur les traces de Laurence d'Arabie chez Séguier. Mais en tout cas, Baudelaire et Apollonie a été votre premier roman, même s'il y a une base documentaire. Et à côté de ce travail d'écriture, donc qui a toujours été le vôtre, vous avez été notamment grand reporter pour des grands titres comme Géo, par exemple, ou Santé Magazine. Et alors, la première question que je me posais, pour faire un peu plus connaissance avec vous, donc avant de parler plus directement de Baudelaire, c'est est-ce que finalement, ce goût du grand reportage, cette vocation, ainsi que finalement cette attirance pour l'Orient, ce ne sont pas déjà 2 caractéristiques baudelairiennes qui vous prédisposaient finalement à être inspiré par le grand Charles en tant que chantre justement de l'invitation au voyage? Alors, il a beaucoup parlé sur des voyages, ou l'invitation au voyage, ou l'exotisme, mais lui voyageait peu, à part son voyage qu'il avait fait à 20 ans sur le bateau, quand Oui. son père en avait assez, et il avait envoyé faire un tour du monde, pratiquement, pour aller aux Indes. Il a peu voyagé. Après, il ne bougeait plus. Enfin, il allait un petit peu sur la côte atlantique, enfin, ou plutôt la Manche, Honfleur et autres, mais il bougeait peu. Puis il est allé à Bruxelles, bien sûr, après en Belgique. Ce goût des voyages, oui, peut-être, mais enfin, j'ai été plus inspirée pour voyager par Pierre Loti ou Kessel ou Albert Londres, des gens comme ça. Mais Baudelaire en a bien parlé des voyages. D'accord. Et non, oui, c'est sûr qu'effectivement, il a été plutôt un voyageur en chambre et en poésie qu'un vrai voyageur. Oui. D'ailleurs, ça nous permet un peu de nous introduire déjà à cette idée qui va être celle de son rapport à l'amour, puisque on va voir justement un peu tout l'enjeu de votre livre, c'est de mesurer un peu cet écart entre l'idée, l'idéal et la réalité. Et c'est un peu une des caractéristiques aussi de Charles Baudelaire. Et alors, justement, pour revenir à Baudelaire et Apollonie, alors, donc ce livre raconte l'histoire d'un rendez-vous charnel, donc, comme je le disais. Donc, en fait, votre livre se passe sur une journée, même un peu moins, puisqu'on retrouve Baudelaire en début de soirée, qui se dirige vers cette fameuse Apollonie dont on va parler un peu plus avant. Et alors, la première question qu'on peut se poser pour entrer dans votre livre, avant de détailler un peu ce rendez-vous et ses motivations, son déroulé, c'est pourquoi vous êtes-vous focalisé finalement sur cet épisode-là
Est-ce que c'est parce qu'il avait peut-être une charge particulièrement romanesque? Est-ce que c'est parce que c'est finalement un épisode qui en dit long sur Baudelaire, au-delà de l'anecdote? Et plus généralement, qu'est-ce qui a été le déclencheur de votre inspiration pour ce livre? Alors, le déclencheur de mon inspiration, c'était la sculpture d'Auguste Clésinger qui se trouve au musée d'Orsay, qui s'appelle Femme piquée par un serpent, où c'est Apollonie qui posait, où c'est une femme qui est en situation d'orgasme, la tête en arrière, les yeux révulsés, le corps tendu, et qui s'appelle évidemment, parce qu'à l'époque, d'abord on n'employait pas ce mot-là, on disait une convulsion voluptueuse déjà. Et donc, pour passer les concours et puis pour être admis effectivement au salon, le sculpteur a appelé femme piquée par un serpent. Il a ajouté un petit serpent poignet. C'était passé, il en a mis un gros sur la cheville en bronze, la faisant passer pour une Cléopâtre ou quelque chose comme ça. Et puis finalement, il a réussi à exposer, mais ça fait un scandale. Donc je suis partie de cette sculpture qui m'intriguait, parce que depuis longtemps, évidemment, j'avais compris que ce n'était pas un serpent. Donc j'ai dit, mais qui a pu poser à cette époque? C'était donc une sculpture qui a été montrée au Louvre en 1847. Mais qui a pu poser pour quelque chose d'aussi provoquant pour l'époque? Donc ça devait être une prostituée ou un modèle très connu, enfin, je ne sais pas. Et quand j'ai découvert, c'était Apolline Sabatier, qui était donc un grand amour de Baudelaire, j'ai dit ça, c'est un sujet. D'autant que la nuit qu'ils ont passée, le rendez-vous charnel, on a quelques lettres, on a peu d'informations, c'est seulement que ça a eu lieu. Et donc, c'était romanesque d'inventer, d'imaginer Voilà. cette nuit à partir des personnages. Donc, c'est ça qui a déclenché. Et surtout, ce qui est important, c'est que on parlait beaucoup de Baudelaire. Je voulais faire quelque chose sur Baudelaire, je voulais faire une biographie. J'ai fait la biographie de Laurence d'Arabie. La biographie, c'est intéressant quand les personnages sont encore vivants, mais sinon, on a toujours les mêmes notes, on a toujours les mêmes choses. Donc, on tourne en rond les biographes sur les personnages importants. Donc, j'ai dit, faisons un roman là-dessus. Et ce qui m'intéressait, c'était que Baudelaire commente comme un affreux misogyne ce qu'il est, hein, avec des phrases très dures. Là, c'était l'homme qui m'intéressait, l'homme amoureux, mais l'homme amoureux qui transcende l'amour, qui fait de son amoureuse, de son amour, une déesse, quelqu'un dans les cieux, une idole, quelqu'un d'inatteignable. Alors, on connaissait bien le Baudelaire misogyne, on ne connaissait pas le Baudelaire amoureux fou, et j'ai voulu parler de cet homme-là. D'accord. Et parce qu'en effet, donc, Apollonie, alors peut-être avant de rentrer justement dans ce scénario du rendez-vous là que vous mettez en scène, en laissant la tension justement du désir monter crescendo, il y a même un certain suspense dans se dérouler. Avant donc d'en venir plus particulièrement à cette scène, parlons un peu plus, découvrons cette Apollonie, puisque donc c'est elle, comme vous venez de le dire, qui a servi de modèle à cette fameuse sculpture de Clésinger qui vous a fasciné au musée d'Orsay. Mais qui est-elle, plus précisément? Alors, si la sculpture m'a fascinée, la femme m'a fascinée aussi. Parce que cette femme qu'on a traitée de courtisane depuis longtemps dans les livres, les biographies sur Baudelaire, où elle avait quelques lignes, et qui ont toutes été écrites par des hommes. Et à l'époque, une femme libre, c'était une courtisane, ça ne pouvait pas être autre chose. Donc, je voulais aussi la réhabiliter et de dire qu'elle n'était pas une courtisane pour telle et telle raison. On n'est pas Bien sûr, elle était entretenue par un amant, elle avait son appartement, comme les femmes mariées. Toutes les femmes mariées qui ne travaillaient pas à l'époque étaient entretenues par leur mari. Donc, il n'y avait pas de différence entre un mari et un amant. On ne disait pas d'une femme mariée qu'elle c'était une courtisane parce qu'elle était au crochet de son mari. Donc tout ça, ça m'a énervée. J'avais vu au musée d'Orsay aussi une exposition sur grandeur et misère des courtisanes, splendeur et misère des courtisanes. Et j'avais été là aussi en la présentant comme une courtisane sur des gravures. Évidemment, il y avait la sculpture. Et j'ai dit, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. J'ai envie de parler de cette femme et de dire que c'est une femme formidable. Moi, j'aurais adoré être Apollonie Sabatier, d'avoir vécu cette vie-là. Et donc, c'était pas une courtisane. Elle avait un amant qu'elle a gardé 13 ans, un amour, une relation amoureuse, comme on a tous, qu'elle a gardé 13 ans. Quand ils sont séparés, il l'a quitté pour une femme plus jeune.
pour pour une maîtresse plus jeune, parce qu'il était marié, il avait des enfants. Et il lui a dit, bah, écoute, je te garde ton train de vie, je te donne une rente, tu gardes l'appartement, tu continueras à faire tes réunions, ton cénacle littéraire. Elle a dit, j'en veux pas, je veux pas un centime. Donc on n'est pas courtisane quand on fait ça. Quand on a un grand appartement rue Frochot à Paris et qu'on invite tous ses amis connus, les peintres, les musiciens, et les poètes et les écrivains. Donc c'est pas une courtisane. Quand elle avait 16-17 ans, elle a 17 ans, elle était à l'opéra. Elle figurait, elle chantait. Enfin, c'est une jeune femme qui avait déjà pas mal de talent. Il y a un vieux comte bourré d'argent qui voulait l'épouser. Elle a dit non. Elle était amoureuse d'un chanteur qui n'avait pas un sou, parce qu'à l'opéra à l'époque, les chanteurs n'avaient pas un sou. Et elle est restée avec ce bohème qu'elle adorait. Et elle a dit non au comte. Le comte qui aurait pu lui payer, qui était fou d'elle, il lui aurait payé des appartements, des maisons, des vêtements, en fait, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est pas une courtisane, une femme comme ça. Après, quand Alfred Moselman l'a répudiée, on va dire, et quittée pour une autre femme, pour prendre un terme plus moderne, elle habitait pauvrement avec une cuisinière. Heureusement, ses amis étaient là. Il y avait Flaubert, il y avait Gautier, bien sûr, Théophile Gautier, son grand ami, qui était là. Il y avait d'autres gens. Mais sinon, on ne peut pas être une courtisane. Donc, non, c'est vraiment pas une courtisane, c'est une femme libre. Mais quand on est libre, quand on est une femme, surtout à cette époque, on est tout de suite taxé de courtisane. On ne peut pas avoir la liberté et la moralité, ça ne va pas ensemble. Donc, on est soit une prostituée, soit une femme mariée, même si elle est des amants, c'est pas grave, elle est mariée, elle est bien. Et donc, tout ça, ça va gasser profondément. Et donc, en fait, mon roman Baudelaire Apollonie, c'est beaucoup, beaucoup aussi sur Apollonie. Oui, Apollonie Sabatier. Elle prend beaucoup la parole, oui. Beaucoup. Oui, même au point où je me suis demandé, finalement, vous auriez pu aussi presque inverser l'ordre des prénoms dans le titre. Alors ça, c'est, enfin moi, j'aurais pu, mais en fait ça c'est plutôt un choix éditorial. C'est ce que je me disais, oui. Premier, oui, mais effectivement, oui, Apollonie a beaucoup de place. Apollonie a eu beaucoup de place parce qu'elle a été pour Baudelaire extraordinairement inspiratrice. Voilà. Elle a eu 10 poèmes dans Les Fleurs du Mal quand même, 10 merveilleux poèmes. Alors, justement, Céline, excusez-moi de vous couper, mais c'est une bonne manière justement de rebondir, de rester un peu sur cette thématique de la libération, entre guillemets, de la femme, enfin de la liberté de la femme. Et d'en venir un peu doucement là, à Charles Baudelaire, c'est qu'effectivement, parmi les 6 poèmes qu'on sait avoir été censurés par la justice impériale, donc le procès des Fleurs du Mal aura lieu en 1857, en août 1857. D'ailleurs, il y a une certaine proximité entre le rendez-vous et la date du procès, ça on en reparlera. Mais voilà, parmi ces 6 poèmes qui sont censurés, qui sont des poèmes à teneur érotique, avec un érotisme, une sensualité, parfois matinée aussi d'une certaine noirceur, enfin à la Baudelaire, où il est question de poison, de venin. Eh bien, sur ces 6 poèmes, il y en a 2 qui étaient consacrés justement, qui avaient été offerts d'une certaine manière par Baudelaire à Apollonie. Donc, pour recadrer, alors parce que ce qu'on n'a pas dit là jusqu'à maintenant, pour en arriver au rendez-vous, c'est que quand Baudelaire se rend chez Apollonie, là, cette soirée, il la courtise, ils sont en relation depuis à peu près 5 ans. Alors, je crois qu'ils se sont rencontrés une toute première fois longtemps avant, alors ils avaient à peine 20 ans tous les deux. Ils se sont perdus de vue pendant 7 ans. Et finalement, le jour où Baudelaire va se rendre au rendez-vous charnel, ils se fréquentent depuis 5 ans. Mais ça reste un amour justement idéal, platonique. Platonique, mais donc, si on en croit les poèmes, non dénué de sensualité. Oui, alors il faut quand même dire que Apollonie Sabatier, Madame Sabatier, la présidente comme on l'appelait, elle dirigeait un cénacle littéraire à Paris. Oui. Donc ce n'est pas rien, ce n'était pas quelqu'un d'analphabète qui a été belle et qui avait un charisme extraordinaire. C'est vrai qu'elle était magnifique, mais elle était plus que ça. Et quand on invite une fois par semaine, le dimanche soir, chez soi des dîners où il y a Flaubert, où il y a Théophile Gautier, où il y a Baudelaire, où il y a eu Nerval, où il y avait Delacroix, où il y a eu Meissonnier, d'autres gens, Jalabert, des peintres, Rayer, le compositeur, Maxime Ducamp, etc. On n'est pas, on a une aura, on a un poids. D'ailleurs, tout le monde l'adorait, tous les créateurs, les poètes l'adoraient. Théophile Gautier a fait plusieurs poèmes. Un peu plus grivois, je crois, non? Non, ça, il a fait autre chose. Il a écrit une lettre qui s'appelle Lettre à Madame la Présidente. Ah,
où là, il est très grivois, comme à son habitude, parce qu'il adorait la grivoiserie. Mais par contre, quand il a écrit La robe rose, par exemple, il n'est pas grivois du tout, c'est joli comme tout, c'est adorable. Mais d'autres poètes l'ont célébré, évidemment les peintres aussi, les sculpteurs. Alors quand on a une femme comme ça, cultivée, artiste, parce qu'après elle a peint des miniatures quand elle s'est retrouvée seule sans Moselman, sans son amant, elle s'est mise à faire de la peinture, elle jouait du piano, elle chantait, elle était une soprano, elle avait des qualités extraordinaires, cette femme. Et donc, elle n'attirait pas tous ces gens à Paris parce qu'elle était jolie. Il y en avait d'autres des jolies. Donc, c'est important, ça. Et Charles, effectivement, allait dans les dîners du dimanche, chez elle, rue Frochot, dans le 9e, près de Montmartre, pas très loin. Et il y avait évidemment tous ces gens-là, que tous les dimanches soirs, qui venaient, ils parlaient politique, ils parlaient littérature, évidemment, poésie, ils s'amusaient, ils faisaient des charades mimées, des charades théâtre, enfin, on s'habillait, etc. Puis après, on se trouvait dans le salon, on parlait et tout. Elle était pratiquement la seule femme, il y avait que des hommes et tout le monde la respectait. Tout le monde disait, et Baudelaire le premier. Baudelaire, vous êtes la plus respectueuse de toutes les femmes. Il lui écrit des lettres remarquables. Et puis tous les autres, il la respectait. Et elle menait son monde. Il faut imaginer que cette femme qui vient d'un milieu très populaire, puisque sa mère était lingère, une lingère qui a été abusée par un notaire, et donc elle était fille-mère, comme on disait à l'époque, sa mère, donc elle était d'où elle venait. Et elle a réussi, à part son talent, à arriver à ça. Je trouve ça extraordinaire. Elle me fascine beaucoup, cette femme. Je l'aime beaucoup. Je trouve sa personnalité. Oui, c'est vrai que c'est une figure, mais alors, c'est vrai qu'elle est presque mythique. Et ça provient sans doute aussi, justement, du souvenir que nous en avons à travers Baudelaire. Et finalement, quand Baudelaire, là, donc on est ce jour où il se dirige lentement vers les appartements d'Apollonie, et on sent bien que, en fait, il faut bien se remettre dans l'état d'esprit respectif des deux protagonistes. C'est-à-dire que pour Apollonie, dans le regard de Baudelaire, elle est une vraie déesse, en fait. Oui. Elle est quasiment un mythe. Absolument. Et alors, justement, si on veut commencer à... Alors, avant de rentrer dans le rendez-vous directement, je voulais juste montrer une photo, une reproduction là, donc, de la fameuse sculpture de Clessinger que mon collègue Laurent là, vient de m'amener, là, qui est en coulisses, pour que les lecteurs puissent la voir. Alors, est-ce que vous la voyez là ou pas? Attendez. Voilà. Oui, on la voit. Vous la voyez bien, oui? Oui, c'est pas très net. On voit, oui, on la voit. Oui, ça donne un aperçu, bon, un peu sommaire. Donc, elle est tordue, elle est convulsée, elle a la tête en arrière, on voit bien, le corps est rejeté. Et ça a été fait sur son corps. C'est-à-dire, ce corps-là est le corps d'Apollonie Sabatier, ce qui est extraordinaire. Voilà, sculpté. C'est un moulage sur nature. C'est-à-dire que c'est exactement son corps. On voit même quelques petits défauts de cellulite, on voit même une petite chose, c'est que le Clessinger, pour faire plus naturel, a fait un moulage de ce corps. Ça sera critiqué aussi, notamment par Delacroix, qui en parlera comme d'un daguerréotype sculptural. Absolument, on avait dit ça. Alors qu'en fait, quand il a fait un moulage en plâtre, donc elle a été moulée, c'était en plusieurs parties sur son corps, et à partir de ce moulage, après, il a sculpté à marbre. Donc, on n'est pas dans la daguerréotypique, je ne sais plus, on se comprend. Ce n'est pas de la sculpture comment dire, photocopier, enfin, je veux dire, sans arrêt reprise. C'est de la vraie sculpture, c'est du marbre. D'accord. Donc, on la voit bien, on voit bien son corps, on voit bien le serpent au poignet gauche. Hein, on voit bien le serpent au poignet gauche. À l'origine, les roses que vous voyez, les roses, elles étaient peintes, les fleurs, elles étaient sur un lit de fleurs, c'était peint, c'était rose et bleu, un peu layette, un peu comme ça, et puis avec le temps, ça s'est effacé. Voilà. Et alors Céline, parce que aussi, avant, on va en revenir au rendez-vous pour de bon, c'est que vous m'entendez bien là, Céline? Très bien. Oui, voilà. C'est bon Laurent, oui? D'accord.
Et c'est que le rapport de Apollonie à cette sculpture est très ambigu. C'est-à-dire que tous les passages en voix off, on pourrait dire, enfin en flux de conscience, où vous donnez la parole à Apollonie, sont la plupart consacrés justement à la condamnation de cette peintre. Pas la condamnation, mais à une forme de regret, de remords, parce qu'elle y a vu aussi à cette sculpture, dans cette sculpture, un geste de possession de la part de son mari qui en avait fait la commande, et presque comme la proclamation voilà, d'une propriété. C'était plus que ça, parce qu'en fait, quand effectivement c'était la proclamation d'une propriété, c'était pour montrer que Alfred Musselmann faisait jouir sa maîtresse d'une manière remarquable, pour lui se vanter aux yeux de ses amis et de l'exposer au public. Mais c'était aussi, c'est une femme intelligente et fine, elle avait compris que ce qui restera d'elle à sa mort, ce sera cette sculpture avec le mot de courtisane qui lui collera à la peau jusqu'à la fin des temps. Et elle ne s'est pas trompée parce qu'on a vu, on la voit encore dans les livres, dans les expositions, c'est encore Madame Sabatier, la présidente, la courtisane. Ce n'est pas une courtisane, loin de là. Et donc, elle avait raison de ne pas le faire. Mais elle avait l'amour, elle est très amoureuse de Musselmann. Ce n'était pas pour son argent uniquement, elle avait le choix. Dans Paris, elle avait plein de monde. Et en fin de compte, elle a hésité, puis par amour, elle a cédé, tout en le regrettant, parce qu'elle savait. Elle le dit, je le dis à un moment dans le livre, je dis, on oubliera la muse que j'étais, parce qu'elle inspirait Théophile Gautier, elle inspirait d'autres poètes, elle inspirait des peintres, etc. Et on ne se souviendra que de ça. On se souviendra que la femme piquée par un serpent, et on se souviendra qu'une courtisane qui était là, qui avait posé dans une position indécente. Donc voilà, pourquoi elle ne voulait pas poser pour cette sculpture? D'accord, d'accord. Et alors, revenons donc justement, venons-en au fameux rendez-vous charnel. Donc, comme je le disais, là, quand Charles Baudelaire va venir sonner chez elle, elle est encore elle-même dans une position sur un piédestal, oui. Totalement idéalisée, c'est ainsi qu'elle se voit. Et, mais alors, justement, le problème, c'est que, sans vouloir déflorer tout le livre, mais c'est que l'attitude de Baudelaire va justement, d'une certaine manière, instiller le doute dans l'esprit d'Apollonie et la faire descendre un peu de ce piédestal, puisque Baudelaire ne semble très perturbé, silencieux et comme sans amour finalement. Alors, en fait, pour Apollonie, l'amour que lui portait Baudelaire parce qu'il lui écrivait des poèmes, les fameux poèmes qu'on a dans Les Fleurs du Mal, il lui en avait écrit plusieurs et avec une écriture qui était trafiquée, qui n'était pas la sienne, et avec évidemment une signature qui était n'importe quoi, et des poèmes anonymes. Mais elle est tellement fine, elle avait reconnu tout. Elle hésitait au départ, elle hésitait entre Nerval, Gautier et Baudelaire. C'est quand même formidable d'avoir une femme à qui on envoie des lettres d'amour, des poèmes d'amour. Elle se dit, mais est-ce que c'est Gautier, est-ce que c'est Nerval, est-ce que c'est Baudelaire? C'est déjà, ça, c'est déjà remarquable, je trouve. Et en fin de compte, elle a très vite vu que c'était Baudelaire. Et d'ailleurs, elle avait peur dans les dîners, quand ils se retrouvaient, que Baudelaire avait peur qu'elle en parle, il avait peur d'être ridicule. Mais voilà, donc ça, c'était... Mais je ne me rappelle plus le début de votre question, Hugues. Oui, non, c'était en fait, finalement, le rendez-vous ne se passe pas aussi bien que prévu, pour le dire simplement. Voilà, c'est-à-dire que pour elle, le fait que Baudelaire l'adule, la vénère, en face une déesse, un ange, une idole, etc., une femme au-dessus d'une femme carrément céleste, ça faisait une moyenne un petit peu avec cette affreuse sculpture qu'elle avait faite pour faire plaisir à Musselmann. Et ça, elle en était, moi je pense que l'amour qu'elle portait à Baudelaire, en dehors de ses poèmes qui étaient magnifiques et qui lui étaient dédiés, évidemment, toute femme aurait craqué, je pense, à ce niveau-là. Mais en plus, c'était ça, c'était l'équilibre entre l'affreux qu'il avait montré comme une courtisane, enfin une femme jouissant, et puis un autre poète qui, lui, au contraire, l'amenait dans les astres, elle était céleste. Elle était ailleurs, elle était un ange, elle avait le parfum des anges, etc. Donc, elle aimait beaucoup ça. Alors, évidemment, pour Baudelaire, c'était compliqué, parce que de toute façon, Baudelaire, c'est toujours été un peu compliqué avec tout le monde. On dit avec les femmes, aussi avec ses amis.
puisqu'à la fin, il n'en avait pas beaucoup. Il s'est disputé avec son éditeur, ce pauvre poulet mal assis. Il lui envoyait des lettres épouvantables. Et donc, avec les femmes, il avait donc aussi un problème, pas plus qu'avec les autres, mais aussi. Et donc, il se disait, mais comment ça va être? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire pour étreindre une déesse, un ange? Et donc, il s'inquiétait, il s'amuse. Est-ce que faire l'amour avec sa muse, est-ce que c'était Une bonne idée, oui. une bonne idée finalement? Alors, il se posait des questions, parce qu'évidemment, il était très intelligent lui aussi. C'était un couple d'amoureux, d'amants très intelligents. Ça, c'est une photo de Jeanne Duval. C'est Hein. plutôt Jeanne Duval, là, oui, je crois. Voilà, oui. Cheveux crépus. Voilà, Jeanne Duval. Et donc, elle se posait des questions. Comment ça va se passer, etc. Et en plus, il avait l'habitude d'aller dans cet appartement avec tous ses amis, avec Gautier, avec Flaubert, avec Ducamp, etc. Et là, il se retrouvait seul à seul dans un boudoir en tête à tête. Alors, il était déstabilisé. Déjà, Charles, quand il était avec les autres, il était déjà très particulier. Quand les autres rigolaient de tout, parce que c'est des soirées où les gens s'amusaient. Dans ces soirées avec des jeux de mots, avec des poètes un petit peu grivois, justement. Ils adoraient ça à l'époque. Hein. On aimait beaucoup la grivoiserie dans les soirées littéraires. Et lui ne rigolait pas souvent. Il était là, assez austère, et avec ses yeux qui tournaient, comme dit, un regard inquiétant, comme dit Théophile Gautier, son ami. Une lueur inquiétante. Oui, le regard inquiétant, son ami, le dédicateur des fleurs, quand même, hein, il a dédié les fleurs du mal. Mais donc, il était déjà pas très à l'aise dans ses dîners, malgré tout. Et là, de se retrouver en tête à tête avec une femme qui l'adule, qui la vénère, il faut imaginer que un soir, il était il se comportait avec elle comme un gamin dans ses lettres. Quand on relit les lettres de... Ça, elle était plus jeune, elle est magnifique là-dessus, Apollonie Sabatier. Quand on relit les lettres qu'il écrivait à Apollonie, c'était un gamin. C'est-à-dire qu'un soir, par exemple, il a cru la voir descendre d'un fiacre, et effectivement, c'était elle. Et il s'est caché pour ne pas la voir, tellement il avait peur, il avait la trouille. Et puis, évidemment, elle l'a vu, elle lui a dit bonsoir. Et lui, il lui a dit bonsoir, madame. Et après, il n'arrêtait pas dans la rue de dire bonsoir, madame, sur tous les tons, bonsoir, madame. Il était complètement déboussolé. Il était très timide avec elle. Il était, comment dire, elle était tellement haute sur son piédestal que lui, il était tout petit. Il se sentait comme ça. Donc voilà, leur relation. Donc quand il arrive chez elle et qu'elle lui propose d'aller dans le boudoir, tête à tête, assis sur côte à côte, tête à tête, mais ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc il n'est pas très, très à l'aise. Voilà. Effectivement, le centre du problème pour lui, c'est comme vous le disiez, de déshabiller une déesse, une muse, et que voilà. C'est voilà, le problème voilà, de l'incarnation de l'idéal. Et d'ailleurs, ça, je trouve que justement, c'est une des réussites aussi du roman. C'est pas la seule, mais en tout cas, qu'elle arrive bien à traduire cette espèce de mouvement, de double mouvement, justement, très baudelairien, qu'on retrouve d'ailleurs dans une citation que je vais lire, et qui fait que littérairement, vous allez le traduire par une certaine esthétique du clair-obscur, ou de l'oxymore, ou du doux amer. On est toujours dans un entre-deux, dans quelque chose de crépusculaire. Et justement, cette dialectique, on la retrouve justement formulée dans une phrase célèbre de Baudelaire que je vais lire là. Et vous me direz si c'est une phrase évidemment qui vous a touché et peut-être inspiré directement. Une phrase assez connue qui est celle dite de la double postulation. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Et finalement, l'histoire du rendez-vous, c'est un peu justement l'hésitation entre rester dans ces nuées où il a placé Apollonie ou céder à cette joie de descendre propre selon lui à l'animalité. C'est tout à fait juste. Cette phrase aurait pu mettre un exergue du roman.
Ouais. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il est toujours entre Dieu et Satan. On dit qu'il est. Après, il y a des gens qui croient qu'il n'est pas tiré par Dieu, c'est faux. C'est un croyant pour Dieu, mais il est attiré par Satan. Baudelaire, c'est toujours les extrêmes. Baudelaire, c'est le noir et le blanc, c'est la prostituée et puis la déesse. C'est toujours le diable et le bon Dieu. C'est toujours des extrêmes. Il a du mal à être au milieu. Ça aurait fait un très mauvais bouddhiste parce qu'il est pas. Il est toujours extrême. Et c'est pour ça qu'on aime. Et on voit d'ailleurs dans ses poèmes, quand on voit les fleurs du mal, il y a des choses merveilleuses, d'une douceur, mais extraordinaire. Et puis après, il y a des violences au visage. Et les fleurs du mal, c'est lui, c'est son personnage, qui va justement du blanc au noir. Mais il n'est pas tout noir, comme beaucoup de gens croient. Il a beaucoup de roses et beaucoup de blanc. La preuve avec Apollonie, il a eu beaucoup de roses, beaucoup de roses. Mais alors ça, c'est vrai que j'ai découvert ça un peu en préparant la rencontre. C'est que finalement, alors il y a le fait que ces poèmes interdits dont on parlait tout à l'heure, ces 6 poèmes donc condamnés par le fameux Ernest Pinard, c'est ça, je crois, le procureur. Même qui a condamné, enfin qui était pour le procès de Flaubert. Voilà, Flaubert qui a, lui, bénéficié de plus de mansuétude grâce à son réseau social un peu plus développé que celui de Flaubert. Voilà. D'ailleurs, c'est un des liens avec Apolline, puisque Apolline, il n'ose pas lui demande à la dernière minute, mais d'intercéder auprès de ses connaissances pour l'aider dans le cadre du procès. La différence, c'est que Flaubert avait quand même avec lui l'impératrice, hein, donc c'était pas. Il était d'une famille bourgeoise, donc il était oui, il avait quand même du poids. Baudelaire, évidemment, n'avait personne. Donc, 2 jours avant le procès, il s'est pris d'une panique. Il a dit, il a écrit à sa mère, il dit, il me faut une femme, parce que Flaubert avait été acquitté, entre autres pour la scène du fiacre, etc., qui avait fait aussi scandale, pour Madame Bovary. Et il a dit, il me faut une femme. Donc 2 jours avant, il demande à Pauline Sabatier, en gros, au secours, quoi. Il me faut quelqu'un, est-ce que vous pouvez interférer? Alors elle connaissait beaucoup de monde, mais évidemment, elle n'avait pas ses entrées avec impériales. Donc elle a demandé à un ami, à Jalabert, parce qu'elle a appris que l'un des conseillers de la Cour de cassation, le Bellem, était très fasciné par les artistes. Alors elle a demandé à son ami Jalabert, qui était un artiste, de faire une lettre en faveur de Baudelaire. Alors évidemment, ça n'a pas marché. Donc le pauvre Baudelaire s'est retrouvé avec des poèmes interdits, une amende, et donc ça n'a pas marché. Mais elle a essayé, donc ça a été son recours. Son dernier recours, c'était Apolline Sabatier. Et cette rencontre charnelle, c'est vraiment important parce que ça se passe une semaine, jour pour jour. Très rapproché, oui. Une semaine, c'était un jeudi. On ne peut pas s'empêcher d'y voir un lien de cause à effet, peut-être. Mais il y en a un. C'est-à-dire elle était. Il n'est pas vraiment formulé comme ça, évidemment. Non, mais il y en a. Baudelaire, elle était amoureuse de Baudelaire et lui, il était fasciné par cette femme. Il était plus qu'amoureux, il était idolâtre. C'est un amour idolâtre, des amours hors normes. Hein, donc, et le soir du procès, il ne s'attendait pas du tout. Il pensait être acquitté comme Flaubert, il ne s'attendait pas à ce verdict très, très, très lourd, très, très lourd. Et il était effondré. Et là, ils se sont parlé, ils ont pris rendez-vous et elle espérait le consoler par justement se donnant à lui, comme on disait à l'époque. Mais bon, ça n'a pas vraiment marché pour des raisons qui sont dans le livre, dans le roman. Ils sont restés amis après. Ils sont restés amis pendant 3 ans au moins. Hein. Ils sont restés amis, ils lui faisaient des petits cadeaux et tout. C'était particulier leur relation. Non, mais de toute manière, on ne va pas déflorer non plus la substantifique moelle de votre ouvrage. Donc, dont d'ailleurs, je m'aperçois que je n'avais même pas montré la couverture. Voilà. Oui, il y a un bandeau. Il y a un bandeau aussi quand même. Mais moi, je vais le voir là. Ah, ben oui, c'est vrai. Là, je l'ai un peu arraché. Je vous ai arraché le bandeau, mais ça fait rien. Avec peu de ménagement, mais en tout cas, ça veut dire que je l'ai vraiment lu. Voilà. Et alors, peut-être parce que le temps file, là, Céline, et avant de retrouver les questions des lecteurs, là, nous avons encore 5 minutes. Alors, j'hésitais entre plusieurs directions, mais peut-être j'avais envie de vous poser la question.
il y a un de vos confrères, donc Jean Telet, qui a écrit un livre aussi sur Baudelaire, là, tout récemment. Lui, il avait plus prévu de tomber sur les 200 ans de la célébration de la naissance. Je ne me rappelle plus le titre exact, c'est Crénon, Baudelaire. Crénon, c'est le juron qui disait à la fin de sa vie, quand il Voilà, était paralysé, il ne pouvait plus dire que ça, Crénon. C'était le seul c'est mot ça. qu'il pouvait encore prononcer. Et alors, est-ce que bon, bien sûr, rien n'est vraiment toujours comparable, enfin, toute proportion gardée. Donc, vous l'avez lu? Non, je ne l'ai pas lu. Ben, Vous l'avez pas lu? et donc j'étais dans une île, je suis à Citerre, évidemment sur les traces de Baudelaire, j'ai une maison là-bas à D'accord. Citerre, je ne quitte pas Baudelaire. D'accord. Et donc là-bas, il n'y a rien et je ne l'ai pas lu. Et là, je repars dimanche, donc je ne vais pas avoir le temps de le lire. D'accord, très J'ai bien. entendu parler du livre, oui. Et alors, avant d'évoquer peut-être rapidement votre dernier livre, qui est sorti aussi entre-temps, là, depuis Baudelaire, donc Les Grandes Poupées, avant de l'évoquer brièvement, juste une dernière chose, c'est sur votre documentation et en la reliant justement à une des très grandes qualités aussi de votre livre, c'est cette évocation du Paris d'époque, en fait. Oui. C'est-à-dire aussi bien Paris en tant que ville, du point de vue urbanisme, oui. Et aussi Paris en tant que milieu, en tant que société. Oui, et donc, c'est vrai que vous faites référence à beaucoup de... Vous ressuscitez des marques d'époque, notamment dans la toilette et la parfumerie d'Apollonie. J'ai beaucoup travaillé. Vous êtes renseigné, vous êtes parti de gravures, de textes, de sources, de souvenirs. Je suis partie de beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup travaillé sur le contexte. Autant que l'histoire, elle est imaginée, puisqu'on n'a que les lettres que ça s'est passé. Donc, on n'était pas là dans la chambre. Donc, ça, je l'ai imaginé par rapport au comportement et à leurs relations qu'ils avaient amicales, enfin, par les poèmes, la déesse. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le contexte, oui, comment ça se passait à cette époque. Et j'ai travaillé sur les toilettes, j'ai travaillé sur les parfums, effectivement, j'ai travaillé sur les restaurants, tout est juste dans les mots. J'ai retrouvé des menus, j'ai trouvé ce qu'on mangeait. En fait, il y a plein de choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé. J'avais même un plan de Paris de 1850, je sais plus, 1867 ou quelque chose comme ça, ou 70, où je regardais les rues, parce que ce n'était pas les mêmes, évidemment. Certaines ont changé, pas toutes, mais certaines ont changé, pour voir les bonnes rues, etc. J'ai regardé les trajets de l'omnibus à cheval, etc. Enfin, j'ai tout travaillé énormément. Les vêtements, beaucoup les vêtements. Les vêtements, comment les hommes s'habillaient, tout ça, c'est en filigrane, hein, c'est léger, je ne peux pas des passages. Où on allait danser, ou les balles, tout ça, oui, beaucoup. Oui, Très bien. Oui, parce que ça participe vraiment à... Oui, tout ça, j'ai travaillé. Oui. D'accord, oui. J'ai lu des livres close, pardon. J'ai lu des livres beaucoup sur ça, j'ai voir des gravures, j'ai vu beaucoup de choses. D'accord. Oui, parce on sent le Paris vivant tel qu'à l'époque. Tant mieux, parce que ce degré de recherche a permis de fournir une chair, vraiment une étoffe assez réaliste. Parce que c'est vrai que c'est jamais évident de mettre en scène des personnages ayant vraiment existé. Ça peut très vite tourner à l'artificiel. Exactement. Puis je voulais pas qu'il reste que dans le boudoir, hein, si vous voulez, avec ce huis clos. Il est là. Je voulais quand même qu'il y ait une échappée sur Paris et qu'on imagine Paris, la vie à Paris à l'époque, comment c'était. Donc ça, pour moi, c'est important de les placer dans leur contexte historique, politique, vestimentaire, etc. En fait, tout ce qui se passait quotidien sur Paris. Et alors, avant peut-être, je crois que Nathalie va pas tarder à nous rejoindre pour nous poser les questions des lecteurs, s'il y en a. Et donc, quelques mots peut-être avant de passer la parole à Nathalie sur votre dernier titre. Alors, c'est Les Grandes Poupées, donc. Vous pouvez nous dire juste quelques mots de quoi ça parle Alors, je remets le bandeau. Ah oui, encore un problème de bandeau. Les grandes poupées, on change, hein, on passe il y a un siècle de plus là. D'accord. On est dans les années 50, 1950, la guerre d'Indochine, et c'est une famille déchirée en huis clos, une mère qui enlève un enfant, sa fille, pour qu'elle échappe aux griffes de son père, qu'elle déteste, la mère, pas l'enfant, et elle se retrouve dans une maison avec sa sœur
qui, elle, attend son soldat qui est en Indochine avec une autre petite fille. Donc il y a un huis clos de femmes, un huis clos féminin que j'aimais beaucoup, entre deux femmes et deux petites filles, les deux cousines et puis les deux sœurs, donc les femmes. Et il y a deux hommes, les maris, donc qui sont loin, mais qui les tourmentent malgré eux. Et j'aimais beaucoup ce thème, qui est en partie autobiographique, ce thème de tourment des hommes loin et qui ne sont euh, pas pour grand-chose finalement, mais qui sont d'une douleur épouvantable pour ces femmes et ces petites filles. Donc j'ai voulu faire ça. Ces 6 personnages qui peuvent tous, 5 personnages peuvent mourir avant la fin, il y en aura un qui mourra. Et on est dans plutôt un suspense familial. Les drames peuvent arriver, ils n'arrivent pas, et à la fin il y a le drame. Et on est dans un huis clos, un suspense familial, avec encore une fois l'ambiance des années 50. C'est en 53, j'ai avancé la date 53 pour être à la fin de la guerre d'Indochine, c'est à quelques mois de Dien Bien Phu, donc le grand désastre, pour être dans le paroxysme de la guerre d'Indochine, de parler aussi de ces familles qui ont souffert de la guerre d'Indochine et dont on parle peu, des familles qui étaient en France. Et donc, le contexte est là aussi avec Marseille, le milieu marseillais, l'Indochine et cette famille qui est là et qui souffre. Voilà. Très bien. D'accord, ben merci Céline. Alors, on va retrouver Nathalie, je suppose. Oui, je suis revenue, je suis là. Je vous écoute avec beaucoup d'attention. Alors, il y a beaucoup de questions sur le travail de Céline. Alors, je vais essayer de les regrouper. Donc, d'abord, combien de temps avez-vous mis pour faire toutes ces recherches qui sont, je pense, sur Paris? Sur Baudelaire. Sur Baudelaire, oui, parce que derrière, vous ne voyez pas, mais c'est tous les livres. J'avais fait venir d'Angleterre et autres. J'ai toute une bibliothèque Baudelaire assez importante. J'ai mis plus un an, oui, de travail sur Baudelaire. Ouais. Et Isabelle, évidemment, que je connaissais, c'est mon poète préféré depuis l'âge de 16 ans. Je connaissais Baudelaire et j'avais lu beaucoup. Mais sur l'ambiance, Apollonie, les arts, etc., j'ai mis près d'un an. Et Isabelle est curieuse de savoir quelles sources vous avez utilisées. Alors, j'ai utilisé plein de livres. Alors, ma référence, j'en suis restée vraiment pour... J'ai lu beaucoup, mais j'ai gardé quand même en point de référence. J'ai gardé ce livre qui est extraordinaire pour les baudelairiens, qui doivent être, peut-être nous écoutent sans doute. C'est le livre de Claude Pichois de Jean Ziegler, c'est la biographie de Baudelaire. Et celle-là, elle est irremplaçable pour l'instant. Personne l'a. Un incunable. Hein? Un incunable. Ah oui, non, mais c'est extraordinaire, hein, absolument. Oui, parce qu'il est déjà... C'est une somme qui est déjà... Il a quoi, une vingtaine, trentaine d'années peut-être? Oui, c'est ça. Donc, ça a été vraiment très, très important, ce livre. Et après, j'ai aussi... Alors, ça, je me référais donc à lui, parce qu'il y a beaucoup de choses écrites fausses sur Baudelaire. Hein, donc, je préfère regarder une ligne. Ceux-là, ils sont beaux. Et puis, j'ai trouvé une biographie extraordinaire de Thierry Sabatier, qui est l'arrière-petit-neveu de Apollonie. Apollonie Sabatier, qui s'est fait appeler Sabatier. Et ce monsieur, c'est Thierry Savatier, et qui a écrit Une femme trop gaie, et qui est une biographie donc, de son grand-tante, je ne sais pas comment on dit, et qui est magnifique parce il a vraiment de la distance. C'est quelqu'un qui travaille sur l'art, c'est un chercheur sur l'art. Et donc, ces 2 livres, ça a été pour moi vraiment mes références. On remettra les références de ces 2 livres sur notre site, la page Facebook. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Baudelaire à l'âge de 16 ans? Alors, j'ai eu une enfance un peu difficile, même un peu beaucoup. Et la période d'adolescence était difficile suite à cette enfance pas très gaie. Je ne suis pas arrivée dans l'adolescence avec un sourire jusqu'aux yeux. Et quand j'aimais beaucoup la poésie, hein, je lisais beaucoup déjà de poètes, Aragon entre autres. Et quand j'ai lu Baudelaire, j'ai senti comme un ami. Alors évidemment, à 16 ans, on ne comprend pas tout, des fleurs du mal, hein, il y a des choses qui nous échappent, hein, on est encore très jeune. Mais j'avais beaucoup souffert de mort aussi autour de moi. Donc sa vision de la mort, ce qu'il disait sur la mort, tout ça, ça m'interrogeait sur d'autres choses. J'avais l'impression qu'il me comprenait. Il y avait aussi les voyages dont on a parlé avec Hugues, évidemment. Il parlait de voyages, j'avais aussi besoin d'évasion, de partir. Il y avait beaucoup de choses chez Baudelaire, la façon de voir le monde, la façon de regarder en se disant ça, c'est pas tout à fait ce qu'on croit, etc. Et ça m'a beaucoup plu. J'étais subjuguée par ce poète. Je l'ai lu, relu. Il est resté 3 ans sur la table de chevet.
Et donc après, je suis partie assez jeune en grand reportage et j'ai apporté les fleurs du mal partout. Partout où je suis partie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, aux États-Unis, j'avais toujours les fleurs du mal que je relisais, puis je les ai toujours. J'ai les fleurs du mal à Citer, par exemple. Voilà, Vous le encore. connaissez pas. Bah oui, mais j'ai pas une grande mémoire, mais évidemment, je connais tous les poèmes. Mais à chaque fois, je redécouvre des jeux. Puis quand j'étais jeune, je m'amusais, mais c'était impossible à essayer de changer un mot pour voir s'il n'y en avait pas un meilleur. J'avais beaucoup de prétentions. Mais évidemment, j'en ai jamais trouvé. Mais c'était un exercice qui était intéressant. Ça pouvait m'aider pour le lycée aussi, c'était pas mal. Mais non, j'ai toujours eu les fleurs du mal avec moi. Et D'ailleurs, pas les petits poèmes en prose, alors. pardon? Et pas les petits poèmes en prose. Ah, j'aime beaucoup aussi les petits poèmes en prose. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais je ne connaissais pas à l'époque les petits poèmes en prose. Je les ai connus plus tard. Plus tard. Mais j'aime beaucoup. Alors, Marion a une question sur Apollonie. Est-ce que justement Apollonie a été décrite par des écrivains de l'époque? Elle a été décrite, mais toujours en quelques mots dans les biographies de Baudelaire, la plupart du temps. D'accord. Oui, donc c'était les Goncourt, par exemple, la détestait aussi. Les écrivains de l'époque, ils l'ont connu. Les Goncourt qui étaient jaloux, qui étaient mauvaise langue, qui étaient des affreux pour critiquer tout le monde, et disaient que c'était une vivandière. Ces dîners, c'était simplement le fait d'une vivandière. Enfin, je veux dire, c'était pas. Elle a eu beaucoup de gens qui la critiquaient, beaucoup, beaucoup à l'époque. Il y avait d'autres qui l'encensaient, évidemment, comme évidemment Théophile Gautier jusqu'au bout, qui aurait été toujours son supporter. Ou Flaubert. Flaubert disait, il a fait des choses extraordinaires sur elle. Et donc, elle a été très critiquée, mais aussi très, très aimée. Très aimée. Comme tous les personnages qui ont une personnalité très forte. Donc, voilà. Comment avez-vous sauté le pas pour écrire votre premier roman? Parce que bon, vous Ah, mais avez j'ai été. toujours. Alors, Nathalie, j'ai toujours écrit, moi, Oui, ça je depuis sais, toujours. ouais. Une quinzaine d'écrits, hein. Je jetais tout. Oui, j'aime écrire. J'écrivais quand j'étais jeune des poèmes. Après, j'ai passé plus à la nouvelle, après le roman, etc. Mais j'ai toujours jeté. Je suis très exigeante. Je trouvais que c'était pas bon. J'ai tout jeté. Je jetais au fur et à mesure. Et j'ai beaucoup de mal à écrire encore. Hein. Pour un livre comme ça, je peine. Je travaille mes phrases très longuement. Je travaille beaucoup sur l'écriture. Je travaille beaucoup. Et donc, je voulais passer au roman parce que j'en avais marre d'être journaliste. En fait, c'était un petit peu pesant. J'ai dit, allez, on y va, je me jette. Et quand j'ai vu ce personnage de femme piquée par un serpent, cette sculpture, j'ai dit, là, j'ai un sujet formidable avec mon Baudelaire. Je voulais écrire un livre sur Baudelaire. Donc, j'ai dit, c'est bon, je me lance et j'ai fait ce roman. Et Qui, l'écriture. pardon, excusez-moi, qui a mon grand étonnement, j'ai cherché partout sur Internet, n'avait jamais été fait, enfin, ce roman-là. Donc voilà, pardon. Je vous écoute. Je disais que votre écriture était très belle, ça restituait très bien l'époque et surtout c'est jamais vulgaire. Comment on travaille là-dessus? Parce que c'est pas évident, justement. Non, c'est très Comment ça se difficile, hein, c'est très difficile. Quand on parle de l'acte sexuel, comme on pourrait dire, soit on tombe dans le gnangnan, ou soit c'est que c'est cru et c'est vulgaire. On a beaucoup de mal. D'ailleurs, les écrivains le disent, un rapport sexuel est rien de plus dur à écrire parce qu'on on a les deux écueils. Soit c'est complètement à l'eau de rose, ou soit c'est trop cru, trop vulgaire. On ne peut pas. Ou trop naturaliste. Moi, je voulais pas ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu sur l'acte sexuel, il y a beaucoup sur la séduction, sur l'approche. En fait, la sensualité et la volupté dans ce livre, c'est dans l'approche, je trouve. Mais il y a une forme d'élégance dans votre écriture, justement, pour décrire toute cette approche et Hugues le disait, c'est vraiment très réussi. Alors, je vais prendre une autre question, je crois que c'est Carole qui la pose. Est-ce que votre métier de grand reporter vous a donné ce goût de l'enquête? Alors oui, c'est vrai que le fait d'être journaliste, d'être grand reporter, c'est vrai que ça m'a permis effectivement, ça c'est une très bonne question, oui, le goût de l'enquête. C'est-à-dire je ne suis pas partie simplement de ce que je connaissais de Baudelaire, j'ai approfondi, 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 et chaque fois ça m'apportait autre chose, une autre je lisais les lettres, etc., des choses pas connues. Oui, ça m'a donné ça. Oui, j'ai fait un travail d'enquête là, oui, tout à fait. Et pour l'autre aussi, hein, j'ai retravaillé beaucoup sur Marseille des années 50 et sur la guerre d'Indochine. J'ai beaucoup lu sur la guerre d'Indochine, alors que c'est important, mais on en parle peu
finalement dans le livre, mais j'ai beaucoup lu sur la guerre d'Indochine. Oui, beaucoup. J'aime beaucoup ça. Maintenant, on peut dire que vous êtes uniquement auteur ou vous gardez encore un peu... vous êtes encore journaliste, grand Non, je ne suis reporter? plus du tout journaliste. Non, non, j'écris des romans. Là, je vais faire une préface pour un recueil de poésie. Donc, non, non, j'écris complètement. J'ai arrêté complètement la presse. J'ai toujours ma carte de presse, bien sûr, parce que j'étais journaliste. Mais j'ai arrêté les articles. Oui. Ça vous manque pas? Non, ça ne me manque pas. Mais moi, j'aime bien vivre l'instant. Donc, quand j'étais journaliste, j'adorais. J'ai passé c'est une vie remarquable. Grand reporter, ça a été formidable. Et puis écrire, c'est formidable. Moi, je suis à Citerre, dans mon île, avec mes chats. J'écris là-bas. Je suis très, très bien. Tout va bien. Alors, justement, là, vous avez dit que Vivez vous dans alliez un repartir. poème de Baudelaire. Ouais, exactement. Est-ce que vous repartez pour écrire, pour vous isoler? Non, je repars pour écrire mon troisième roman, qui est bien commencé déjà. Ah, Et paradoxalement, je vais à Citerre pour écrire un roman qui va se passer en partie à Venise, voyez-vous. Donc, mais je vais souvent à Venise. Bon, en ce moment, avec les problèmes sanitaires, je n'y vais plus. Donc, du coup, je suis à Citerre. parfait. Est-ce que Hugues, vous avez une dernière question à poser à Céline? Une question, bah, j'en ai déjà posé pas mal. Oui, peut-être sur la forme, quelque chose qui m'a... Une question que je me suis posée, c'est de remarquer que finalement, donc, le livre se lit très bien aussi parce que c'est un chapelet, une enfilade de chapitres assez courts, donc assez rythmés, assez denses. Mais je me suis demandé justement dans quelle mesure il n'y avait pas eu peut-être une influence des petits poèmes en prose justement sur cette forme. Vu que la langue est assez poétique, Oui, et voilà. c'est une bonne question parce qu'effectivement, j'adore les petits poèmes en prose. Comme je vous l'ai dit, j'adore la poésie de Baudelaire. Et je ne pouvais pas imaginer Baudelaire, parler de Baudelaire, le faire parler ou le faire réagir sans penser à la poésie et sans penser aux petits poèmes en prose. Alors, effectivement, j'ai beaucoup travaillé la langue comme ça. Bon, j'ai eu pas mal de critiques dans les journaux, de la presse sur ce livre et sur l'autre. On a parlé d'une écriture poétique, oui, effectivement. Oui, non, c'est On dit ça, oui. Oui, il y a une influence. Oui, oui. Mais on sent aussi des fois une imprégnation. Alors, des fois, ça peut être un clin d'œil volontaire, parfois inconscient, mais par exemple, à un moment donné, vous parlez d'un merveilleux miracle Oui, oui, oui. qui fait J'ai- oui, forcément écho au merveilleux nuage de la préface. oui, j'ai fait quelques petits clins d'œil pour les baudelairiens qui Voilà. évidemment les trouvaient tout de Mérite. suite. Ouais, et je me suis amusée avec ça, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Et justement, quelle influence Baudelaire a sur vous? Sur moi? Non, je plaisante. Non, sur Céline. Oh, peut-être sur vous, Hugues, je ne sais pas. L'influence de Baudelaire, c'est sans doute le goût de la poésie. J'aime beaucoup la poésie, bien que j'écrive des romans. Je suis absolument incapable d'écrire des poèmes tels que je conçois la poésie. Et puis sa vision du monde aussi, sa vision du monde qui est dure et qui correspond à ce que j'ai vécu, une dureté comme ça. Donc je me sens très proche de lui pour ça aussi. Alors moi, je n'ai plus de questions de mon côté. En tout cas, je voudrais redire que le livre de Céline Debelle est disponible dans la bibliothèque de Hugues à Viroflay. Il est aussi disponible dans les librairies, parce que c'est un livre de fond, j'imagine, donc vous le Oui, trouverez oui, aussi à on le la trouve librairie. encore. Je l'ai vu encore récemment dans une librairie il y a 4 jours en rayonnage. Non, non, il est toujours là. Peut-être vous le trouverez à la librairie qui était partenaire ce soir, la librairie Antoine à Versailles. Donc je vous conseille vivement d'être curieux et d'aller lire Céline Debelle parce que vraiment c'est une belle découverte avec une langue magnifique. Oui, très Et belle. ça donne envie de relire Baudelaire, ce qui n'est pas toujours évident d'avoir l'envie d'aller lire Baudelaire, j'ai envie de dire. Oui, pardon, je vous ai coupé. Non, pardon. Non, c'est moi qui vous ai donné cette impression. Non, non, non. Oui, oui, non, parce que je voulais juste faire une petite annonce pour finir avant que ça raccroche, mais peut-être c'est pas encore. Et vous dire au revoir. Et merci aussi, surtout. Allez-y, En allez-y, avant plus, de c'est m'oublier. bien à la fin, là, Nathalie. Oui, 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 allez-y. Il n'y a pas Allez-y. de prolongation, là. Hein. Non, 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 Pas allez-y. de temps additionnel. Et non, merci encore pour votre accueil et puis merci à Céline. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, comme on dit, voilà, en présentiel. Enfin, le mot est pas beau, in vivo. Et je voulais juste en profiter donc, pour faire une dernière annonce. Alors, on se reverra sans doute sur un endroit où aller au mois de mars, puisqu'on a peut-être déjà programmé d'y présenter la rencontre sur la traduction. Donc, on en parlera. Mais plutôt, alors, la semaine prochaine, donc vendredi même, non pas à 19, mais à 20h, donc vendredi 29 janvier à 20h,
J'invite donc tous les lecteurs, bon, viroflésiens, mais aussi tous ceux qui le veulent, bien sûr, à se rapprocher de nous, puisque ce soir-là, nous allons diffuser un enregistrement qui aura été fait dans les conditions du live de Marcus Malt. Voilà, à l'occasion de la nuit de la lecture, donc qui se fait aussi virtuellement ici, il va donner un concert lecture de son titre Le Garçon. Voilà, donc un bel auteur aussi édité chez Zulma, et donc là en présence avec un certain charisme et en musique. Voilà, voilà. Donc 29 janvier à 20h en direct. On vous donnera les détails techniques. Appelez-nous la semaine prochaine. Alors, avant de donner le mot de conclusion à Céline, moi aussi, je vais faire mon annonce. Nous, on se oui. retrouvera lundi à 19h, donc dans les rencontres d'endroits où aller, avec Elisa Roras pour son livre Mister T et moi, qui est paru aux éditions Marabout. Céline, je vais vous donner le mot de la fin, mais avant, je vais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir pour parler si bien de Baudelaire et d'Apollonie. Un grand merci, Hugues, d'avoir été à nos côtés. Et puis, c'est vrai qu'on se retrouve bientôt en mars. Céline, je vous laisse le mot de la fin. Bon, bah, écoutez, le mot de la fin, ça va être merci à tous de m'avoir invité. C'est toujours un bonheur pour moi de parler de Baudelaire, de mon cher poète qui ne me quitte pas. Et puis, je rappelle que c'est le bicentenaire de sa naissance cette année. Et comme c'est curieux, Flaubert aussi, c'est le bicentenaire de sa naissance. Ils étaient très liés et ils ont eu le procès la même année. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci Céline. Merci, bonne soirée.